Le 14 décembre dernier, un projet politique qui avait été annoncé en très grande pompe s'est évaporé. En une seule journée. C'est le mot, oui, évaporé. On parle bien sûr du projet de République kabyle de Farhat Mehni. Tout était prêt pour une annonce spectaculaire à Paris, mais la France a sifflé la fin de la partie. Et de manière assez brutale. Oui, Expulsion, événements annulés et même les invités priés de rentrer chez eux. D'un coup, le rideau est tombé. c'est ça. Alors on va essayer de décortiquer ça ensemble. Comment une initiative qui a fait tant de bruit, notamment sur les réseaux, a-t-elle pu se terminer par un silence aussi assourdissant? C'est vraiment la question centrale. Et ce qui est passionnant dans les documents qu'on a pu consulter, c'est que cette histoire, c'est bien plus qu'un simple échec personnel. Ah oui, Oui, c'est une véritable leçon sur la diplomatie de l'ombre, sur le choc entre l'agitation numérique et la réelle politique, comme on dit. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre les forces en jeu, c'est-à-dire? c'est-à-dire la trajectoire du leader bien sûr, mais aussi le calcul très froid de la France, la stratégie silencieuse de l'Algérie et surtout l'influence des financements étrangers qui planent sur tout le dossier. On va voir comment les coulisses ont en fait totalement éclipsé la scène. D'accord. Alors commençons par le jour J, ce fameux 14 décembre. L'intervention française a été, Chirurgical. c'est le terme. Les sources parlent d'une opération quasi invisible, mais d'une efficacité redoutable. Tous les lieux de réunion qui avaient été loués pour l'occasion ont été fermés administrativement et les déplacements de Farhat Mehni, je cite, minutieusement verrouillés. Tari a donc choisi d'agir sans faire de vagues, mais le message, lui, était d'une fermeté absolue. Et pour les partisans qui s'étaient déplacés, on imagine? Pour eux, l'effet a été celui d'une douche froide. C'est le terme qui est utilisé dans plusieurs articles. Une douche froide. Oui, ils s'attendaient à un moment historique, à la naissance d'un État, et ils se sont retrouvés face à des portes closes. Imaginez un peu la scène, le champagne est au frais, les discours sont prêts, et soudain, tout s'arrête. Et cette déconvenue, elle a été suivie de quoi? D'un concert de sarcasme, notamment sur les réseaux sociaux évidemment. Il y a aussi une ironie assez mordante dans cette histoire, c'est que quelques jours avant, certains médias, Notamment au Maroc, oui. c'est ça, avaient annoncé avec beaucoup d'assurance que des dizaines de pays s'apprêtaient à reconnaître cette nouvelle république. C'était présenté presque comme un fait accompli. Exactement, et c'est ce qui a rendu la chute encore plus brutale. Le fossé entre l'annonce et la réalité était abyssal. Et dans les faits, Dans les faits, il n'y a eu absolument aucune reconnaissance officielle. Pas un seul communiqué, pas une déclaration de soutien, même symbolique, rien. rien du tout. Le silence total sur la scène internationale. Ce qui en dit très long sur l'isolement réel du projet. La bulle médiatique a tout simplement éclaté au contact du réel. Ce qui nous amène donc au rôle de la France. Ce n'était clairement pas une décision prise à la légère, on s'en doute. Non, absolument pas. On sent bien une volonté de poser une ligne rouge, une ligne très claire. Oui, et les analystes qu'on a lus y voient vraiment une inflexion majeure. Pendant des années, la France a pu être perçue comme un terrain de jeu pour diverses oppositions politiques. Et là, Paris a dit stop. Le message, c'était quoi? Le message, c'est que la France refuse de servir de plateforme pour une initiative qui pourrait déstabiliser un partenaire aussi stratégique que l'Algérie. Mais il y a une autre lecture, un peu plus subtile, qui est suggérée. Laquelle? En agissant comme ça, Paris ne faisait pas qu'un geste envers Alger, elle envoyait aussi un message à usage interne. C'est-à-dire? Il ne faut pas oublier que la France a ses propres tensions séparatistes, que ce soit en Corse ou ailleurs. Donc en refusant de cautionner un projet de sécession à l'étranger, elle réaffirme sa propre doctrine sur l'indivisibilité du territoire. C'était en quelque sorte une façon de faire d'une pierre deux coups. Malin. Rassurer un partenaire tout en consolidant sa propre posture. Voilà. Et les sources sont quasiment unanimes pour dire que cette décision, elle n'est pas sortie de nulle part. L'idée d'une manœuvre coordonnée avec Alger revient sans cesse. C'est le point clé de cette fameuse diplomatie de l'ombre dont on parlait au début. Plusieurs sources concordantes évoquent l'idée que la diplomatie algérienne aurait, et je cite, discrètement soufflé à l'oreille de la France. Donc pas de pression publique. Surtout pas. Un travail de couloir efficace, discret. Alger a choisi de ne pas réagir publiquement pour ne pas donner d'importance à l'événement. Au lieu de ça, elle a activé ses réseaux pour que le problème soit réglé à la source, c'est-à-dire à Paris. C'est de la diplomatie préventive. Exactement. Et c'est une victoire stratégique pour l'Algérie. Obtenue sans un seul communiqué de presse. C'est le contre-pied total de notre ère de communication à outrance, Une diplomatie qui opère loin des caméras. mais qui obtient des résultats tangibles. La France a tiré le rideau et l'Algérie a veillé à ce qu'il reste bien fermé.
Le message est limpide. La souveraineté nationale n'est pas un sujet de débat. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut se pencher sur la figure centrale, Farhat Mehni. Et là, ça devient vraiment déroutant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les textes qu'on a lus rappellent qu'il n'y a pas si longtemps, il se présentait comme un fervent défenseur de l'unité algérienne. Il se disait fier de ses racines amnésiques, oui, mais aussi de son arabité et de sa foi. Un discours qui est le jour et la nuit avec ce qu'on entend aujourd'hui. Carrément. Ces dernières années, il affirme ne plus se reconnaître comme algérien, mais exclusivement comme kabyle. Il va même jusqu'à déclarer que la Kabylie n'a jamais fait partie de l'Algérie. C'est un virage à 180 degrés. Ce qui a dû laisser beaucoup de monde perplexe. Évidemment, cette volte-face a déclenché une avalanche de critiques. Beaucoup y ont vu une forme d'opportunisme politique. D'accord, l'argent est souvent le nerf de la guerre, c'est vrai. Mais est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de tout expliquer par des facteurs financiers? Il ne peut pas y avoir eux aussi une évolution idéologique, même si elle semble erratique? C'est une excellente question et elle est au cœur du débat. Les sources n'excluent pas forcément une conviction personnelle, bien sûr. Ce qu'elles soulignent, c'est la corrélation qui est troublante. La corrélation entre quoi et quoi? Les papiers parlent d'un revirement qui s'est fait, et je cite encore, au rythme des retraits de financement. Ah oui, c'est précis. Très. Autrement dit, plus les soutiens traditionnels s'éloignaient, plus le discours devait se radicaliser pour attirer de nouveaux bailleurs de fonds, peut-être avec des agendas différents. Et ça change complètement la nature du projet. Complètement. Ça le fait passer d'un mouvement politique potentiellement authentique à ce qu'un des textes qualifie de forme extrême de narcissisme militant. La formule est forte. Elle est forte, mais l'idée derrière, c'est que la cause semble avoir fini par servir la personne et non l'inverse. L'agenda personnel et la nécessité de maintenir le mouvement à flot financièrement auraient pris le pas sur une stratégie politique cohérente. Et c'est ça qui, selon ses analyses, a sapé toute la crédibilité du projet. On a donc un leader dont le message fluctue. Ça laisse penser que le projet lui-même n'a jamais reposé sur des bases très solides. C'était quoi le plan, concrètement? C'est là que le bas blesse. En lisant les documents, on a vraiment l'impression d'une improvisation permanente. C'est-à-dire? On est passé d'une demande d'autonomie, ce qui est une revendication politique assez classique, à une exigence d'indépendance totale. Puis, dans les derniers temps, on est arrivé à une idée encore plus vague. C'est-à-dire? Un projet de rattachement à un échafaudage institutionnel international. Un échafaudage institutionnel international. Ça sonne très technocratique, mais dans le fond, c'est creux, non? C'est exactement l'analyse qui est faite. Ce flou permanent a été interprété comme le signe d'un projet qui reposait, pour citer une autre source, sur du vent. Sur du vent. Oui, aucun socle juridique, aucune feuille de route claire, aucun soutien politique d'envergure. Tout reposait sur des effets d'annonce et la personnalité de son leader. Mais un État, ça ne se construit pas que sur des déclarations. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, la perception était très différente. On promettait des annonces fracassantes, des conférences de presse. Comment on explique un tel décalage? C'est le cœur de la stratégie de communication politique moderne, en fait. On crée ce que j'appellerais une illusion de soutien massif en ligne, en espérant que cette illusion finisse par devenir une réalité. On essaye de créer un élan. C'est ça, une dynamique. Le problème, c'est que cette stratégie, elle se heurte à un mur. Le mur du droit international et de la diplomatie. Justement, parlons-en. Qu'est-ce que le droit international dit de ce genre de situation? Sur ce point, les juristes cités dans nos sources sont unanimes. Et catégorique. Le principe de base, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres de l'ONU. D'accord. Aucune région ne peut unilatéralement faire sécession sans l'accord de l'État central. Toute tentative de ce genre est considérée comme illégale. Et par conséquent, tout soutien étranger à une telle initiative est aussi une violation de ces mêmes règles. C'est ce cadre qui explique pourquoi aucun pays n'a suivi. C'est un non-sujet diplomatique. Le projet était donc mort-né d'un point de vue légal. C'est un château de cartes. Un château de cartes bâti sur du sable mouvant, pour reprendre une autre expression des textes. Et une machine de communication qui tournait à plein régime. Mais il manquait l'essentiel, la légitimité juridique et surtout une adhésion populaire massive et démontrée sur le terrain. L'échec n'était pas juste une possibilité, il était inscrit dans l'ADN même du projet. Et face à tout ça, on a parlé de la réaction algérienne. Discrète mais ferme. Et quand on parle de financement étranger ou des médias marocains qui s'emballent un peu, il faut lire entre les lignes, j'imagine. On est en plein dans la rivalité régionale Algérie-Maroc. Absolument. On ne peut pas du tout analyser cette affaire sans ce prisme géopolitique. Pour les autorités algériennes, ce projet n'était pas simplement l'initiative d'un homme isolé. Non. Il était perçu, à tort ou à raison, comme une manœuvre de déstabilisation, potentiellement encouragée ou du moins exploitée par son voisin marocain.
C'est dans le cadre de leur longue guerre d'influence, notamment sur le dossier du Sahara occidental. C'est une sorte de réponse du berger à la bergère. C'est exactement comme ça que c'est interprété à Alger. La riposte algérienne, en s'appuyant sur Paris, n'était donc pas seulement un message pour Farhat Mehni. C'était un signal très clair envoyé à Rabat. Lequel? Le signal que la ligne rouge de l'intégrité territoriale est infranchissable. La réponse a été proportionnée à la menace perçue. Pas de confrontation directe, mais un verrouillage stratégique efficace. D'où la formule, une riposte nette, silencieuse, mais solide. On n'a pas vu de grands discours enflammés de la part d'Alger. Non, et c'est un choix délibéré. La stratégie a été de traiter l'affaire au niveau sécuritaire et diplomatique, pas au niveau politique. Pourquoi? Pour éviter de donner une tribune au mouvement, pour éviter de le transformer en martyr, Alger a joué la carte du sang-froid, en considérant que l'agitation médiatique finirait par s'essouffler d'elle-même. Et les faits leur ont donné raison. L'Algérie a, selon les sources, marqué des points en démontrant sa capacité à neutraliser une menace sans avoir à hausser le ton. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout cela signifie? Quelle est la grande leçon à retenir de cet épisode? La première leçon, je pense, c'est une démonstration de ce qu'est la souveraineté au XXIe siècle. Un État n'a pas besoin de sortir les chars, comme on dit, pour défendre son intégrité. Ah non. Une diplomatie bien menée, une bonne lecture des rapports de force et une action préventive peuvent suffire. La victoire ne s'est pas jouée sur le terrain, mais dans les couloirs des ambassades. Et la deuxième leçon concerne sans doute le pouvoir, mais aussi les limites de la communication moderne. C'est le point crucial. On a assisté à une tentative de construire une réalité politique entièrement en ligne, via les réseaux sociaux, les vidéos virales, les déclarations choc. Mais la conclusion de toutes nos sources est sans appel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le buzz ne remplace pas une base. La viralité numérique, aussi puissante soit-elle, ne peut pas se substituer à une légitimité juridique, à une adhésion populaire réelle ou à une reconnaissance internationale. Tôt ou tard, le récit construit en ligne se fracasse sur le mur de la réalité. En somme, cette affaire Mehani est vraiment vue comme un cas d'école. Oui, un cas d'école parfait. Il illustre comment des ambitions personnelles, même amplifiées par des relais médiatiques, finissent par buter sur les réalités de la géopolitique. La souveraineté des États et les logiques d'équilibre mondial restent des forces bien plus puissantes que n'importe quelle campagne sur les réseaux. Et c'est la combinaison des deux qui a tout fait échouer. C'est ça. La vigilance des autorités algériennes d'un côté et les faiblesses structurelles du projet de l'autre, tout ça avait scellé son destin bien avant le 14 décembre. C'est une leçon assez brutale sur les limites des aventures politiques quand elles ignorent les fondamentaux. Et tout ce fiasco met en lumière une tension très contemporaine. Celle qui existe entre ces récits viraux qui peuvent donner l'illusion parfaite d'un mouvement populaire et la solidité bien réelle des institutions étatiques. C'est une excellente synthèse. La question qui reste en suspens et que cette histoire pose avec acuité, c'est celle-ci. À l'avenir, dans un monde où la communication numérique brouille toutes les pistes, comment fera-t-on la différence entre une véritable aspiration collective et une opération d'influence savamment orchestrée? La frontière entre les deux n'a jamais semblé aussi floue.